Oui, c'est assez terrible parce qu'il dit, au fond, il dit même, Louis doit être détruit et non jugé. Alors, cela dit, il faut aussi des motifs d'accusation. Et il n'y en a pas encore à ce moment-là. Il n'y a pas d'accusations qui sont faites. Et alors, il y a un événement qui se produit une semaine après les propos de Saint-Just à l'Assemblée. C'est la découverte de la fameuse armoire de fer. Hein, on la découvre. Elle avait été construite par Louis XVI après sa fuite à Varennes. Et là, on y découvre des documents. Quand je dis on, c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Roland, qui découvre des documents accablants pour Louis XVI. Oui. Marie-Hélène Bellac. Alors en fait, on avait déjà recensé tous les documents qu'on avait pu trouver aux Tuileries. Il y avait même 2 commissions qui avaient été constituées dans le but justement de trouver toutes les pièces à conviction. L'armoire de fer contient surtout des pièces à charge contre Lafayette, qui est parti, qui a trahi, contre Dumouriez, dont on a encore besoin, pas tellement contre Louis XVI. Mais au fond, pour les plus... Contre Mirabeau, qui était mort un an plus tôt. Parce qu'en fait, ces gens-là, on pouvait aussi accuser le roi de corruption, ces gens-là touchaient de l'argent de la monarchie, en échange de quoi ils garantissaient au fond le maintien d'une monarchie constitutionnelle en France. Et Absolument. Tout ça, on ne le savait pas. Tout ça Oui. était enfermé dans cette armoire que Louis XVI avait fait construire dans le plus grand secret dans un corridor entre 2 appartements. Il y a toute sa correspondance quand même aussi avec sa famille, avec ses frères qui sont en émigration. Et il montre bien son hostilité quand même à la République, Marie-Hélène Bellac. Tout à fait. Et bon, mais il y a une partie de ces pièces qui n'ont été vraiment connues qu'après. Et surtout, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que pour ces opposants les plus fermes, finalement, il faut des pièces, mais ces pièces n'ont pas de grande importance. Le roi est condamné d'avance. C'est ce qu'on disait au début. La monarchie, la royauté ne peut pas exister. Elle doit être supprimée pour que la République vive. Donc, bien sûr, on va examiner ces pièces, mais c'est même intéressant de voir que parfois, à partir de quelque chose d'anodin, on essaye de trouver un chef d'accusation. On peut reparler des chefs d'accusation. Mais tout ça, effectivement, on va établir des quantités de chefs d'accusation. Il y en a une liste impressionnante. Mais du coup, les partisans du procès finissent par l'emporter. Et ce procès, donc inévitable, s'ouvre à la Convention le 11 décembre 1792 en présence du roi qu'on est allé chercher à la prison du Temple. Mon nom est Chambon, maire de Paris. Il est de mon devoir de vous informer que la Convention a pris la décision de vous assigner devant un tribunal. Sur quelle accusation? L'accusation sera portée à votre connaissance en bonne forme et en son temps. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Il est prouvé que vous avez appelé les régiments qui défendaient la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Jamais. Vous avez opposé votre veto au décret contre les prêtres réfractaires. Comme la Constitution m'en donnait le droit. Pourquoi avoir fait doubler la garde suisse aux Tuileries au début du mois d'août? Parce que le palais était menacé, j'étais une autorité constituée, il était de mon devoir de prendre des mesures défensives. Non, le 10 août, vous avez fait couler le sang des Français. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Avez-vous fait construire une armoire avec une porte de fer aux Tuileries dans laquelle Il sait que c'est sans espoir, mais il a du courage. Je n'en ai jamais eu. Je l'admire. Ô mon peuple, que vous ai-je donc fait? J'aimais la vertu, la justice. Votre bonheur fut mon unique objet, et vous me traînez au supplice. Et vous me traînez au supplice. Ô mon peuple, ai-je donc mérité tant de tourments, tant de peines, quand je vous ai donné la liberté? Pourquoi me chargez-vous de chaînes? Pourquoi me chargez-vous de chaînes? Et c'était Marc Augeret, la complainte de Louis XVI, une chanson écrite en 1793, avant même qu'il soit condamné à mort, et que paraît-il on vendait, dites-vous, par milliers dans les rues de Paris, parce qu'il avait quand même pas mal de partisans.
Et d'ailleurs, la Convention craignait justement soit qu'on le fasse s'évader, soit que si le procès traîne, eh bien finisse par aboutir à un acquittement. Oui, et c'est ce que souhaitaient aussi ses partisans à l'Assemblée. C'est vrai que dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la France profonde, il y avait sûrement beaucoup de partisans déjà. De toute façon, il y avait toutes les provinces de l'Ouest, le sud-est de la France, où il y avait eu des insurrections royalistes. Et puis certainement à Paris même, il y avait toute une majorité silencieuse qui se tairait. Et qui ne s'exprimait pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le procès est enclenché, à la fin du mois de décembre, au mois de janvier, il y a un certain nombre de manifestations en faveur du roi. Alors, comme le dit d'ailleurs quelqu'un qui est arrêté, c'est en province, on ne veut plus de roi, mais on ne veut pas le tuer. Et on voit au moment même du procès au Théâtre de la Nation, qui est l'actuel théâtre de l'Odéon à Paris, jouer une pièce qui s'appelle L'Ami des lois, dont le titre est L'Ami des lois, qui met en cause justement Robespierre et ses amis, et l'interdiction de la pièce par la municipalité provoque de véritables accidents graves. En province, pas à Paris, parce qu'à Paris, vraiment, l'Assemblée, le tribunal, devenu un tribunal, est vraiment sous la pression permanente de la foule qui veut la tête du roi. La majorité des Parisiens la veulent. Oui, oui, complètement. Non, alors je ne suis pas certaine que ce soit la majorité des Parisiens. Il y a ceux qui sont à l'Assemblée et qui menacent d'ailleurs les députés, s'ils ne votent pas la mort, de leur faire connaître le même sort. Oui. Alors, cela dit, il y a aussi sa défense qui n'est pas excellente. On l'a entendu, il nie parfois les évidences. À chaque fois qu'il y a quelque chose de gênant pour lui, il invoque l'oubli. Sa défense n'est pas excellente. Non, elle n'est pas bonne. Il argue de ses droits, de la responsabilité de ses ministres, il est maladroit, il refuse de reconnaître nombre de pièces, et en fait il est battu déjà. D'ailleurs il le dit quand il rentre au temple, ou quand il travaille avec ses conseils, il sait la partie, enfin il décide que la partie est perdue d'avance, il se réfugie dans la religion. Au fond, il est persuadé n'avoir rien fait de mal, il est dépassé par son procès. Et puis il a quand même des avocats, il a des avocats que vous citez, Tronchet, Malesherbes, surtout le plus important qui était un jeune avocat qui s'appelait De Sèze et qui le 26 décembre termine sa défense de Louis XVI par cette formule assez belle: je m'arrête devant l'histoire, songez qu'elle jugera votre jugement et que le sien sera celui des siècles. Oui. Et De Sèze a été on a estimé que De Sèze avait été en dessous de ses capacités habituelles parce que c'est un orateur brillant. Et là, il n'a pas été aussi brillant que d'habitude. Alors ça, c'est sa dernière plaidoirie. On est le 26 décembre 1792 et à ce moment-là, donc, Louis XVI retourne dans sa prison en attendant le verdict. Alors là, il y a une très très longue délibération à la Convention sur 3 questions au fond. Est-ce qu'il est coupable? Premièrement, quelle peine doit-il subir? Et puis alors, il y a quelque chose que suggèrent ceux qui ne souhaitent pas la mort de Louis XVI et qui suggèrent un appel au peuple. Oui, alors c'est très important. Appel au peuple, c'est-à-dire appel aux citoyens réunis en assemblée primaire, justement parce qu'on sait que la France profonde est plus favorable à Louis XVI, en tout cas n'est pas favorable sans doute à son exécution. Et il y a un débat très long qui s'engage dessus. Ça veut dire un référendum, parce que tout simplement ils savent que sans doute, s'il y avait un référendum, on se demande dans quelles conditions d'ailleurs il aurait pu avoir lieu, mais les gens n'auraient pas voulu la mort de Louis XVI. Voilà. Et ce qui est finalement, après un débat houleux et complexe, les montagnards se montrent extrêmement habiles. On va décider de l'ordre des questions suivantes. D'abord, décider de la culpabilité de Louis XVI, est-il coupable ou pas? Et ça, on sait que tout le monde, enfin une grande majorité, votera oui. Et ensuite, est-ce que la décision qui sera prise par la Convention sera soumise à ratification du peuple? Et seulement en 3e question, quelle peine Louis a-t-il encouru? Donc si si l'appel au peuple n'est pas voté, du coup, il n'y aura plus de recours en principe contre la peine si c'est la peine de mort. Alors une peine justement que les députés sont chargés de décider, ça se passe en 3 jours, du 16 au 19 janvier 1793, les députés défilent à la tribune de l'Assemblée, donc à l'appel de leur nom, pour dire si Louis XVI doit ou non être condamné à mort. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi, je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort, dans les 24 heures. Marat. La mort. Saint-Just. La République ne doit montrer aucune faiblesse. La mort. Brissot. La mort, avec sursis.
Robespierre, Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. la mort. Desmoulins, Je vote la mort. Danton, La mort. Et c'était donc le 19 janvier 1793. En fait, la mort n'a été demandée que par 387 députés sur 721, Marie-Hélène Bellac. Oui, donc juste la majorité, à une voix près, et on a souvent dit d'ailleurs que c'était celle de Philippe Égalité, il fallait bien trouver un Le coupable. cousin du roi qui vote la mort de son cousin. Vote la mort. En fait, il y a eu beaucoup de votes pour la mort, mais sous condition. Avec Et- sursis, on a entendu Voilà. Brissot dire Ouais. ça. Et il y a eu une tentative ensuite des défenseurs du roi pour demander qu'il soit quand même fait appel au peuple, ce à quoi il leur a été répondu que non. Et puis on a ensuite voté pour savoir si justement on exécuterait le souverain, enfin l'ancien souverain tout de suite ou plus tard. Et finalement, donc, c'est la mort immédiate dans les 24 heures. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette décision est communiquée, elle est prise le 19 janvier 93, elle est communiquée à Louis XVI le lendemain 20 janvier, et il sera donc exécuté le surlendemain, le 21 janvier, place de la Révolution, avec beaucoup de dignité. Hein. Il a pas mal de courage devant la mort, Marie-Hélène Bellac. Oui, il a du courage et en même temps, il n'admet pas un certain nombre de gestes qui vont à l'encontre justement de la personne royale. Par exemple, pour qu'on lui lie les mains, il faut que son confesseur le compare au Christ. Hein. Alors, est-ce qu'il a réussi à s'adresser à la population qui était autour? En fait, c'était très gardé. Ce qu'on a entendu au début, oui. Voilà, il y avait une peur quand même. Puis on couvre sa voix. Voilà, sa voix était... Vous vous rappelez quand même qu'il y avait 11 000 hommes qui étaient chargés de sécuriser le parcours, parce qu'on craignait, d'ailleurs, il y a eu une tentative pour Batz. le libérer du duc de Bar, effectivement, et qui a tenté de le libérer, mais bon, il l'a pas fait, mais il y avait une foule considérable et des forces considérables, 12 000 hommes, et on essaye de l'empêcher de parler. Les tambours n'étaient pas là par hasard. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a une espèce de curé qui se produit après, c'est affreux. Hein, Oui, où on va tremper son mouchoir dans le sang, prendre des morceaux de cheveux. Alors, ce sont aussi bien des patriotes qui prennent des trophées qu'au contraire des royalistes qui veulent emporter ce qui va être comme des fétiches. Et le corps est tout de suite transporté au cimetière de la Madeleine où il est inhumé et où sera construite ensuite cette chapelle expiatoire qui existe toujours. On a le sentiment, en vous lisant, Marie-Hélène Bellac, qu'au fond, il était victime d'un procès qui dépassait très largement sa personne. C'est un symbole, au fond, que l'on exécute le 21 janvier 93. Complètement, hein, complètement. D'ailleurs, lui-même, dans le testament qu'il a écrit le 25 décembre, disait qu'il était impliqué dans un procès dont il est impossible, je le cite, de prévoir l'issue à cause des passions des hommes et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante. Il était complètement dépassé. Et de fait, ce n'est pas lui, en tant que Louis XVI seulement, qui était atteint, c'était, comme on l'a dit, effectivement, la royauté et la République ne pouvaient naître pour les Français, en France, que en tuant le roi. Cela dit, la République, ensuite, il y aura une restauration. Eh oui. Il y aurait d'abord l'Empire, il y aura une restauration. Il y aura Louis XVIII, son frère, qui montera sur le trône. Et il a été abandonné aussi, ce qui est tragique, par ses frères. Ah, complètement. Mais ses frères qui sont partis en émigration tout de suite après le 14 juillet n'ont rien fait pour le sauver. Et en plus, ont même comploté et gêné l'action. Merci Marie-Hélène Bellac. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre dont je recommande la lecture, Le sang des Bourbons, qui a été publié chez Larousse. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française, les années terribles de Richard Effron, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Dimitri Gronoff et Thibaut Deschamps, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliva, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 20 ans après sa disparition, Greta Garbo.